Bruno Rosemarie, Bruno Marie-Rose, Marie-Thérry, et puis Baya Soudia. Bien. Bonjour à tous. Donc, le sujet de cette session, c'est que deviennent-ils et elles après leur formation dans les STEM, dans les domaines scientifiques et techniques, et non seulement ça, comment les motiver pour rester dans ces métiers. On n'est pas tout à fait en avance et je ne sais pas si on va demander de rattraper le retard, donc je vais accélérer un tout petit peu et pas faire d'introduction, sauter mon introduction et tout de suite me tourner vers vous, Marie. Vous êtes aujourd'hui directrice des ventes pour la région Europe du Sud chez Intel et présidente d'Intel Corporation SAS France. Vous êtes diplômée de l'ENSEN, qui est une école nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy. Alors on sait que vous avez une longue carrière chez Intel, vous avez exercé beaucoup de fonctions différentes, ce qui est en soi assez passionnant, mais donc vous êtes depuis longtemps chez eux. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette formation et surtout rester dans ce métier depuis si longtemps? Écoutez, merci. Je vais vous partager mon parcours qui reste un parcours parmi d'autres parcours et j'ai démarré il y a bien longtemps, comme vous l'avez dit, avec délicatesse. Donc maintenant, fort heureusement, les choses ont changé. Il y a plus d'accès aux filières, l'accès aux concours également est facilité. Je peux vous dire que pour une provinciale, aller passer ces concours à Paris, c'était toute une aventure. Là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas Maps, fallait vraiment se débrouiller. Donc moi, j'ai eu un parcours assez classique, même s'il n'était pas classique pour une jeune fille à mon époque. Donc un bac scientifique, des classes préparatoires, classe préparatoire militaire. Voilà, c'est la petite bizarrerie, et puis après les concours et donc mon école d'ingénieur. Difficile de dire ce que j'ai choisi et où on m'a choisi tout au long de ce parcours, mais voilà, c'est le mien. Ce qui est certain, c'est que ce que je recherchais en fait comme métier, c'était en fait autour de 3 axes. Le premier qui était d'avoir mon autonomie et de gagner ma vie. Voilà, c'est un pilier essentiel. Le deuxième qui était de trouver du sens à ce que je faisais. On passe quand même énormément de temps au travail. C'est super sympa de trouver une finalité à ce que l'on fait. Et puis, j'étais attirée par le monde de l'industrie, alors certainement pas par mes parents qui étaient fonctionnaires, mais voilà, c'était un milieu que je trouvais fascinant. Et puis, j'ai un petit travers qui est le besoin de me dépasser en permanence, le besoin de performance. Donc, j'en suis pas particulièrement fière, mais je sais que ça fait partie de moi, donc j'ai besoin d'aller me stimuler en permanence. Et c'est là où finalement, à la fin de mes études, c'est Intel qui m'a choisi. Je voulais aller dans l'aéronautique, la filière était sinistrée, et donc j'ai rencontré par hasard une DRH d'Intel et on a commencé à discuter. Et pourquoi Intel? Intel, avant tout, c'est un industriel. On fabrique des semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, c'est le produit de base du monde numérique moderne actuel. Et on va de l'infiniment grand. Une usine, c'est 6 terrains de foot, à l'infiniment petit. Quand je suis rentrée chez Intel, on gravait nos puces en 250 nanomètres. À la fin de l'année, on sera en 18 ans de Ström. On passe à l'ère de l'atome. Ça, c'est une puce que vous trouvez dans vos PC qui font de l'IA aujourd'hui. Dessus, il y a une unité de traitement, le CPU, une unité graphique et un processeur neuronal pour traiter de l'IA. Et puis comme on avait un peu de place, on a rajouté un peu de mémoire. Voilà, c'est sympa et c'est pas moi qui vais vous contredire, small is beautiful, et moi je trouve ça magnifique personnellement. Alors pourquoi aussi longtemps chez Intel, comme vous l'avez dit, et pourquoi l'intérêt? Eh bien, le sens. Ce qui m'a guidé, donc le goût pour l'industrie et le sens, parce que donc non seulement on fabrique ces petits objets, mais on les intègre. Et on accompagne en fait tous nos clients dans l'intégration, donc matériel et logiciel, et aussi les utilisateurs dans l'usage. On a cette chance de pouvoir aller jusqu'au bout. Et l'usage, c'est quoi? C'est résoudre des grands défis technologiques, industriels, sociétaux. C'est prévoir la météo, c'est changer la façon d'éduquer, c'est inclure des populations reculées dans des territoires ruraux. Et c'est ce que j'ai pu expérimenter tout au long de ma carrière chez Intel. Et ça, c'est possible parce que, donc on l'a dit tout à l'heure, les boîtes américaines,
elles aiment bien permettre à leurs collaborateurs d'oser, de se renouveler. On a la possibilité de changer de fonction tous les 2 ans, donc on prend ou on ne prend pas, c'est en fonction aussi de ce qu'on souhaite développer. Et si la jeune femme de tout à l'heure l'a dit, le diplôme, c'est le ticket d'entrée, c'est ce qui donne confiance, parce que je suis quand même rentrée dans la filiale française d'Intel. Après, en fait, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire au quotidien. Et moi, ce que j'ai pu faire au quotidien, c'est vivre une aventure. Donc, et ça ne va pas me rajeunir. Installation des premiers serveurs dans les data centers de France Télécom, donc le début d'Internet. La modernisation de l'administration publique, le déploiement des tableaux blancs numériques interactifs qu'on trouve dans nos écoles aujourd'hui. Voilà, pour citer quelques exemples. Et ça, jusqu'à finalement ma première rencontre avec Bruno Marie-Rose, puisque Intel a sponsorisé des Jeux Olympiques et on était le premier et le seul partenaire mondial pour l'intelligence artificielle sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, parce que l'inclusion, c'est quand même aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc moi j'ai eu la joie de découvrir Bruno, dont j'étais fan, sur scène, oui, lors d'un événement qu'on a fait pour rassembler nos clients et leur annoncer donc tout ce qu'on souhaitait faire autour des Jeux Olympiques. Voilà pour mon histoire. Merci beaucoup Marie pour cette réponse. Alors c'est vrai que vous m'avez un peu facilité l'introduction, parce que c'est vrai que en fait quand on m'a dit que dans mes panélistes j'avais Bruno Marie-Rose, j'étais gasp, parce que dès qu'on vous connaît on ne peut pas ne parler de fan, quoi, parce que tout ce que vous avez fait c'est exemplaire. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je rappelle que vous avez remporté de nombreuses médailles d'or au sprint, en France, en Europe, mais aussi dans le monde, quand même 2 médailles du monde. C'est pas rien. Et puis dans le même temps, vous ne faisiez pas seulement des études, comment dirais-je, vous n'étiez pas seulement sportif, vous faisiez également des études d'ingénieur à l'INSA, à Lyon. Et donc vous avez poursuivi ces études et puis vous avez tracé dans cette filière. Tant et si bien qu'en 2018, vous êtes devenu directeur de la technologie des systèmes d'information des JO. C'est ce que vous évoquiez juste à l'instant. Et bien là aussi, c'est un sans faute. Parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait des couacs, des cracks, des hacks. Enfin, on s'attendait à plein de choses, mais rien de tout ça s'est passé. Vous avez réussi à déjouer toutes les attaques des hackers. Et en fait, l'absence de problème, sur ce sujet-là, ça a été vraiment une réussite absolument remarquable. Alors, pour faire un mauvais jeu de mots, je vous le permettre quand même, c'est quelle est cette flamme, pas olympique, mais quelle est cette flamme qui vous a animé et vous a conduit à travailler dans le numérique? Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être là et de pouvoir partager mon expérience. Alors, c'est vrai que sur la fin, sur la réussite des jeux, on ne sait pas tout, mais je ne vais pas donner de secret ici. Il s'est passé quand même beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été visibles. Non, moi je suis vraiment issu du double parcours. En fait, j'entendais les interventions précédentes où très tôt il y avait des jouets qui étaient plus ou moins genrés. Et pour les plus anciens, peut-être se souvenir de la fin milieu des années 80 avec l'arrivée de l'ordinateur personnel. Et ça a été vraiment présenté comme un jouet pour les adolescents en fait. Et du coup, très tôt, on a vu une sorte de clivage dans l'utilisation de la technologie. Alors moi, je suis tombé dedans et je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais l'ordinateur personnel et puis je développais des petits jeux à la maison, je squattais la télévision des parents. Et donc j'ai eu cette fibre très tôt sur la technologie. Mais après, il y a eu un long parcours de combattant parce que j'avais choisi d'être dans le sport de haut niveau et j'ai toujours fait les deux, essayer de pousser les études et essayer de développer ma passion pour la technologie. Donc voilà, je me suis retrouvé, et pour les plus jeunes aujourd'hui, ça paraît un peu extraordinaire, mais j'ai fait les classes préparatoires. Et à la fin de ma première année, je me suis retrouvé à faire mes premiers Jeux Olympiques. Donc il fallait se battre tous les jours pour pouvoir jouer sur les deux tableaux. La deuxième année, en deuxième année de classe prépa, c'était un peu plus compliqué côté sport parce que là, effectivement, l'investissement dans la préparation des concours, c'était beaucoup plus compliqué. Et je suis rentré à l'INSA qui
n'avait pas voulu me prendre après le bac parce que j'avais pas eu la mention. Mais l'INSA m'a déroulé le tapis rouge après des années prépa et après ça a été une expérience formidable pour pouvoir faire les deux et donc continuer aussi bien dans le sport que dans la technologie. Très bien. Et ben, en tout cas, c'est un parcours impressionnant. Et moi, si vous me permettez, j'ai envie qu'on applaudisse un petit peu. Alors, Baya, vous avez un parcours assez critique de ce que l'on observe finalement au niveau du bac, parce que vous étiez très bonne dans le domaine littéraire, vous étiez également bonne dans le domaine scientifique, donc à ce moment-là, le cœur balance, quoi. On ne sait pas si on va faire l'un ou si on va faire l'autre. Puis finalement, vous avez été encouragé par vos professeurs et vous vous êtes, j'ai bien compris, et vous vous êtes orienté vers une formation scientifique. Alors aujourd'hui, vous faites quelque chose d'absolument passionnant, si j'ai bien compris aussi. Vous êtes responsable de projet et programme chez Equinix dans l'énergie. Quand même, j'en reviens un petit peu rewind. Pourquoi est-ce que quand même vous avez finalement opté pour le scientifique et non pas le littéraire? Et puis alors, qu'est-ce qui vous passionne dans le métier que vous exercez aujourd'hui? Alors, merci pour cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais pu venir vous voir et parler de ma carrière littéraire, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je suis chez les sciences. Pareil dans le rewind, au lycée, j'étais à l'aise en littéraire et en scientifique, et j'avais une préférence pour les mathématiques et la physique, car je voyais ça comme un jeu. Je pouvais explorer de nouvelles choses et également résoudre des problèmes. Et certes, mes professeurs m'ont encouragé en disant « Le métier d'ingénieur est fait pour toi », mais je ne savais pas ce que c'était. Donc je me suis renseignée au niveau des centres d'orientation, et j'ai vu qu'un ingénieur utilise les maths, les sciences pour créer des choses et également résoudre des problèmes. Donc je me suis parfaitement identifiée. Mais j'avais pas de rôle modèle féminin autour de moi pour m'inspirer. Donc je me suis prise d'un challenge en disant j'ai envie de m'épanouir dans les sciences, mais aussi devenir un rôle modèle pour les futures générations, car pour ma part je n'en avais pas eu. Au fur et à mesure, je me suis intéressée à l'énergétique dans mon école d'ingénieur et ensuite dans ma carrière, car je voulais aussi avoir un impact positif dans le monde et faire la différence. Donc j'ai été dans des sujets qui permettaient de mieux maîtriser les consommations d'énergie, de préserver la planète indirectement. Et à partir de cela, je voulais travailler sur ma base technique et ensuite évoluer vers la gestion de projet. La gestion de projet, qu'est-ce que c'est? Alors un chef de projet, c'est comme un chef d'orchestre qui harmonise des compétences de différentes équipes pour mener à bien son sujet, et aussi un architecte de solution qui fait cela dans un cadre précis, clair et organisé avec une très bonne communication. Cette gestion de projet est mon cœur de métier aujourd'hui, après avoir consolidé ma technique. Et j'apprécie beaucoup ce poste, puisque ça nous permet de développer des compétences interpersonnelles, d'intelligence émotionnelle, d'écoute active, etc., de communication avec toutes les équipes transverses avec lesquelles on travaille. On a aussi une dimension d'amélioration continue, car on a toujours cette analyse sur qu'est-ce qu'on peut faire en mieux pour les futurs projets. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis fière d'avoir choisi cette voie scientifique, d'avoir mis de côté la voie littéraire, même s'il y a quelques matières qui m'intéressent. Et aussi, je me dis que nos témoignages d'aujourd'hui peuvent vous inspirer à franchir le pas, notamment le public jeune qui nous écoute. Et qui sait, peut-être demain, ce sera l'un de vous qui sera là pour parler de sa carrière dans les sciences. Merci. Merci beaucoup. Bruno, je reviens vers vous. Alors aujourd'hui, la proportion de femmes diplômées dans le numérique est assez minoritaire. Globalement, c'est tout ça entre 15 et 20%, et même de grandes écoles comme l'EPITA où c'est 5%. Donc c'est vraiment très très faible. Pourtant, vous, au niveau de l'équipe IT que vous avez constituée pour le JO, vous avez réussi à mobiliser une équipe dans laquelle les femmes représentaient 40% des effectifs. Bon, ben là encore, vous avez rempli un record, enfin c'est un record, quoi. Je ne sais pas comment vous avez fait, est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, alors, je ne sais pas si j'ai des recettes magiques, mais c'est peut-être exposer peut-être l'ensemble du contexte qu'il y avait autour des JO. Donc, premièrement, c'est comprendre l'entreprise Paris 2024, puisque l'entreprise Paris 2024 était elle-même à la quasi-parité en termes d'effectifs, et naturellement, sur les directions un petit peu plus techniques, il y a eu une sorte de pression un petit peu positive pour améliorer ces chiffres. Après, ce qu'il faut voir dans l'entreprise Paris 2024, il y a eu beaucoup, je dirais, de mise en avant de femmes en fait dans la communication,
très vite, il y a eu des rôles modèles, alors pas forcément dans la science, mais ça a contribué à la communication globale de l'entreprise. Évidemment, le recrutement a beaucoup axé, et j'aurai l'occasion d'en parler, pour pouvoir, lever ces freins à la diversité. Et puis, aussi bien dans le pilotage de l'entreprise, moi j'avais aussi mon indicateur pour regarder le ratio, même si aujourd'hui, bon, il y a quelques questions là-dessus, mais je l'avais et j'étais fier de l'avoir. Donc ça, c'est la vision globale de Paris 2024. Aussi au niveau des promotions, il y avait un vrai sujet, je dirais, d'équité salariale à poste égal. Et je dirais même moi, il y a même un sujet dans les sciences, dans mes équipes, c'est ce que j'appelle la compétence discrète. C'est souvent un peu ce que j'ai remarqué, j'ai un exemple, évidemment je ne vais pas dire le nom, mais une spécialiste de l'architecture qui était très très forte, mais qui n'arrivait pas à l'exprimer, elle a été quelque part surprise d'avoir sa promotion. Et quand vous êtes manager, directeur, c'est votre rôle justement d'identifier, c'est ce que j'appelle ces compétences discrètes qui effectivement vont être mises en lumière dans l'organisation. Donc voilà, c'est tout un ensemble de contextes. Et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, il y a même des femmes qui étaient au comité d'organisation qui se retrouvent maintenant ministres dans le gouvernement. Donc il y a eu vraiment cet effet d'émergence de talent des personnes, des femmes. Et puis au niveau de ma direction, c'est aussi très tôt, c'est-à-dire que on a défini une raison d'être et une vision de la technologie pour les Jeux Olympiques. Et on a beaucoup mis l'accent sur la technologie en fait sociale. D'un côté, on mettait en place des systèmes, ce qu'on appelait des systèmes efficients, avant d'aller chercher l'efficacité. L'efficience, ça veut dire quoi? C'est qu'on se sent autorisé à demander aux clients internes pourquoi, avant de parler du comment. Et on sait souvent les garçons, ils aiment bien aller dans le comment et puis penser à la place du client. Non. Et on s'autorisait à pas savoir. Parce que plus on posait la question du pourquoi, plus ça permettait de rentrer dans la tête du système final. Et du coup, on a pu changer de métier avec des femmes chez nous qui se sont, je dirais, éclatées à pouvoir poser la question à nos clients. Donc voilà, c'est tout un ensemble de contextes qu'on a mis en place. Évidemment, je ne vais pas parler de recettes, mais c'est vrai qu'on retrouve un certain nombre de composantes finalement qu'on a mis en place pour favoriser le développement des femmes au sein de la technologie. Oui, à force l'attractivité des JO à compter, plus la façon dont vous avez managé tout ça, avec les indicateurs qui étaient précisément associés, que vous aviez à suivre. D'accord, je comprends. Parce que c'est très important d'avoir des indicateurs quand même aussi, des objectifs. Baya, tout à l'heure vous avez évoqué votre parcours, ce qui vous motive. Alors, quelles sont pour vous les actions prioritaires à engager pour renforcer la motivation des femmes dans les filières scientifiques et techniques? Parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais globalement, on a un vrai sujet sur l'attrition des femmes dans les fonctions scientifiques et techniques. C'est-à-dire qu'il faut réussir non seulement à motiver les femmes pour rentrer dans ces métiers, mais il faut aussi créer des conditions favorables à ce qu'elles restent. Parce qu'on a un petit turnover un peu plus important pour les femmes que pour les hommes. Donc, comment vous préconisez d'affronter, de faire face à ce problème et de résoudre? Alors c'est une très bonne question et cela me fait penser à ce que j'ai vu autour de ma carrière professionnelle car j'ai pu observer que certaines actions peuvent encourager ou décourager de rester dans les métiers scientifiques. Et autour de cela, je me suis fait une réflexion qu'il fallait développer deux axes majeurs en parallèle. Le premier axe concerne un plan d'accompagnement, de suivi des employés et dès lors qu'ils arrivent dans une entreprise. Car on s'arrête parfois à l'intégration. C'est très bien. Il faut intégrer, il faut découvrir les métiers, comprendre ce qu'on fait comme activité, mais aussi proposer au fur et à mesure des programmes de mentorat, de reverse mentoring, qui permettent d'impliquer les personnes dans l'entreprise. On a aussi tous les échanges réguliers de retours constructifs pour nous aider à nous progresser et proposer également des plans de formation adaptés pour préparer la transition de carrière et ne pas attendre la dernière minute pour dire alors je fais quoi pour l'étape d'après et ne pas pouvoir se projeter et donc du coup peut-être aller dans une autre entreprise. Il y a aussi un aspect important surtout pour les femmes qui est la parentalité. Pouvoir aussi préparer l'arrivée par exemple pour les mères. Je suis maman et je sais qu'effectivement c'était quelque chose qui m'a aussi marqué puisqu'effectivement lorsqu'on est maman, comment on revient sereinement dans l'entreprise,
comment on peut évoluer aussi dans des postes à responsabilité. Et enfin, ne pas négliger la fin de carrière, bien accompagner vers la retraite, et aussi peut-être imaginer un binôme entre futurs retraités et jeunes diplômés pour capitaliser sur les connaissances et aussi investir sur ce futur talent qu'on a embauché. Donc là, c'est vraiment le premier axe autour du plan de suivi de carrière et ne pas négliger chaque étape de notre vie professionnelle. Le deuxième axe, c'est offrir un environnement de travail sain et inclusif pour le bien-être de tout le monde. Cela se traduit par de nombreuses initiatives qui se lancent partout, avec des initiatives de cohésion d'équipe, de team building, etc. Mais aussi des dispositifs d'équilibre pro-perso, télétravail, droit à la déconnexion. On a aussi des moments où on peut faire embarquer des employés dans des réflexions d'entreprise, ou bien dans des communautés de pratique business, ou bien des communautés telles que les réseaux de femmes, de jeunes. Ça crée un sentiment d'appartenance. Et bien évidemment, un sujet peut-être difficile, mais qui est très important, reconnaître et valoriser le travail fourni. Combien de personnes sont parties parce qu'elles ont stagné de manière salariale, mais aussi n'ont pas eu des promotions dans l'entreprise. Donc ce point-là est très important aussi à accompagner. Donc pour résumer mon propos, 2 plans, l'accompagnement du suivi de carrière et aussi dans un environnement qui nous permet d'être nous-mêmes impliqués et valorisés dans l'entreprise. Merci beaucoup, Baya, pour ces préconisations. Maintenant, je vais me tourner vers vous, Marie, pour le mot de la fin, presque, parce qu'on arrive à la conclusion de cet atelier, de cette session de réflexion. Donc, dans ces métiers qui sont réputés comme difficiles pour une femme, vous avez bien réussi. Et je tiens à souligner que le fait que vous êtes aussi maman de 3 enfants. Donc, vous avez mené, tambour battant, une carrière qui vous conduit à être présidente de Intel SAS France. Vous avez 3 enfants, donc aussi une vie de famille, donc on peut faire les deux. Donc, alors, du coup, je vous pose la question à la fois en tant que maman et puis en tant que présidente. Comment qu'on fait? On peut faire les deux. C'est pas facile tous les jours. Et puis, moi, j'avais pas un modèle familial qui pouvait me permettre de me projeter. Donc, en fait, j'ai essayé. Voilà, et j'avais pas envie de faire de compromis. J'avais envie de vivre ma vie de mère et ma vie de professionnelle. Et en fait, mon maître mot, c'était la cohérence. Donc pour moi, la mère, elle doit être présente, elle doit être sécurisante, elle doit permettre aux enfants de devenir autonomes, d'être heureux dans la vie, de pouvoir s'émanciper. Et donc voilà, après c'est comment est-ce qu'on le fait effectivement. Et puis la femme, elle a le droit aussi de s'amuser, elle a le droit d'être fragile de temps en temps, elle a le droit d'hésiter dans sa carrière. Et c'est comme ça en fait que j'ai mené les deux axes de front. Amener cette cohérence à mes enfants, ça les a aussi aidés. On parle énormément. Quand j'ai pris ce poste, la responsabilité, on en a aussi beaucoup parlé ensemble. Je veux qu'ils comprennent qu'il demeure ma priorité aujourd'hui. Alors, ce qui m'a porté aussi, me donne beaucoup d'énergie. Je me suis retrouvée, donc il y a une dizaine d'années, à élever mes 3 enfants toute seule. Donc je me suis retrouvée avec mes 3 enfants. Et j'étais dans la rue avec mon gamin qui avait 12 ans, c'était mon aîné. Et il me dit, quand même maman, mes copains ils trouvent que t'es génial. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, tu te rends compte, t'as un métier, tu travailles beaucoup, t'as 3 enfants, eux, ils ont 2 parents, ils sont 2 à la maison, ils s'en sortent pas. Alors, vrai ou pas vrai, les tribulations des enfants, mais en tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup de force. Et à des moments où j'hésitais, où je me sentais peut-être pas forcément au top sur tous les plans, en fait, ça m'a redonné de la force. Et puis aussi pour mes enfants, la valeur travail. C'est une valeur qu'on partage et je dois vous dire que quand les enfants voient des parents heureux, et ça les porte et ça leur donne confiance dans l'avenir. Donc mon message c'est d'oser et d'essayer. Maintenant dans ma vie de présidente et de professionnelle, comment est-ce que je fais? J'essaie d'adopter cette même cohérence et Baya a parlé de la gestion des carrières. Moi c'est un domaine qui me passionne. On a heureusement énormément d'outils, donc au sein de la structure dans laquelle je travaille, donc du coaching, du mentorat, et en fait on met aussi les employés en responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui existent, mais c'est à l'employé aussi de construire son propre parcours. Et le parcours, il n'est pas stigmatisant. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller développer? Et en fait, on peut construire des plans de carrière à 1, 2, 3 ans. Et ce n'est pas forcément des plans de carrière qui vont être dessinés, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs axes et on va aller travailler en fonction des opportunités sur l'un ou l'autre des axes.
On a donc du mentorat, du coaching à travers des réseaux aussi. Alors des réseaux inclusifs, hein, on a des réseaux de femmes, mais on a d'autres réseaux sur des minorités. L'idée c'est de trouver la communauté qui nous convient et qui nous accompagne. On en a 250. Moi, je suis partie du réseau de femmes parce que c'est le plus évident et puis c'est simple. Les hommes en font partie aussi. Et au-delà du coaching et du mentoring, on va proposer aussi des formations qu'on peut suivre ou pas. Donc, ça peut être des formations technologiques. De toute façon, on en a besoin dans nos métiers. Mais c'est aussi des choses comme l'accompagnement à la dépendance des parents qui se posent aussi pour les aidants. L'accompagnement aux ados. La gestion du stress, la gestion de ses finances. Donc c'est voilà, tout un tas d'éléments qui vont nous permettre en fait de progresser. Et ça, on le déploie également au sein de la filiale française. Donc pour finir, on mesure aussi nos activités. On est soumis, comme toutes les entreprises françaises, à l'index d'égalité professionnelle. Le nôtre est de 89 en France depuis 2 ans maintenant, sachant que le minimum est à 75. En fait, le score n'est pas forcément ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mesurer et de pouvoir évaluer les progrès et déployer en fait les actions qui vont permettre de les réaliser. Et peut-être pour finir, une petite anecdote. En fait, 2 petites anecdotes. La première, donc, en tant que maman, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'école et qui se jouent à l'école tôt. Moi, en fait, donc j'ai toujours été un peu perturbée de remplir ces fiches en début d'année, responsable légal de l'enfant, père, mère, ok, pourquoi le P avant le M, intéressant. Quand il s'agit d'un bobo à l'école, qui est-ce qu'on appelle en premier? C'est la maman. C'est la maman. Donc là, d'un seul coup, on arrive à passer à la deuxième case qui est la maman. Et quand la maman répond qu'elle est au travail, qu'il faut appeler le papa, parce que voilà, tout simplement, c'est pas possible, là, il y a la petite culpabilisation qui arrive. Oui, mais il a demandé sa maman, et voilà. Donc ça, c'est peut-être aussi des choses simples à faire au quotidien. La deuxième anecdote qui va être ma conclusion, qui n'est pas vraiment une anecdote, moi je recrute depuis le mois de novembre des commerciaux et des avant-ventes sur mes profils avant-vente. En fait, à ce jour, je n'ai reçu qu'une seule candidature féminine. Donc on travaille à l'élaboration des postes pour essayer de les rendre attractifs pour tout le monde. Et la seule candidature féminine que j'ai me vient d'Italie. Donc, s'il y a des gens intéressés, si vous connaissez des gens, n'hésitez pas. Voilà, moi, je serais ravie d'accueillir des talents féminins comme masculins. Merci. Merci beaucoup, Marie. Et merci à tous les 3 pour cette intervention, cette session. Merci à vous.